C'est bon, je vais Ok, donc partager c'est l'écran. bon. Donc c'est tout bon. Voilà, l'idée c'est aujourd'hui de faire un point général sur membre thoracique. Membre thoracique, c'est voilà, un des cours les plus importants en anatomie parce que c'est ça qui va vous donner un peu l'idée générale et le rythme en anatomie. Donc voilà, vous allez faire un peu de jeu aussi aujourd'hui. Donc je vous laisse avec Mustapha avec Marwan, sont les garçons qui ont fait, je pense, la meilleure préparation de manière générale durant la terminale. Donc ce cours-là, et je crois que avant, avant le mois de septembre, ils ont dû le voir au moins 15 fois. Voilà, Mustapha, donc juste n'hésite pas à accepter les gens qui arrivent en salle d'attente, ok? Ok. Euh, Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Ouais, c'est tout bon. C'est Ok, tout bon. ok. Et juste les participants vraiment participer, ok? Ne subissez pas le cours, n'hésitez pas à participer. Euh, on va, on va commencer tout de suite. Donc, donc comme il disait Dan, ce cours de cours thoracique, c'est un cours qui est fait dès les débuts de la passe en septembre. Et c'est un cours qui est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites à l'avance, vous apprendrez à travailler les autres cours d'anatomie, parce qu'ils sont à peu près similaires, hein. Vous allez voir à peu près des appareils, mais pour chaque os, vous allez avoir des descriptions. Donc, c'est pour ça qu'il va être important, mais aussi parce que c'est la prof qui donne ce cours qui est important. Euh, Nous, cette année, nous avions eu Madame Guénoun qui a donné ce cours. Donc, Madame Guénoun, c'est une prof qui vient donner des cours d'anatomie. Et en QCM, elle nous avait fait 4 questions, si je ne me trompe pas, sur ce cours de cours thoracique. Donc, pour vous le rappeler qu'il y a 20 questions d'anatomie. Et donc, pour vous dire qu'elle a pris 4 questions de cours thoracique. Donc, c'est un cours qui est important. Il faut pas le négliger. Et en plus, si vous le faites à l'avance, une fois arrivé en septembre, octobre, ça deviendrait presque une formalité pour vous et vous allez le connaître comme votre poche. Donc, euh, cela dit, je pense que je peux avancer. Donc, ça, c'est des rappels. Le squelette axial et le squelette appendiculaire, je pense que c'est bon pour vous, mais je vais quand même le rappeler. Le squelette axial correspond au squelette de la tête, du rachis ou de la colonne vertébrale, du thorax, donc du sternum et des 12 paires de côtes. Et, euh, et le reste, donc ce qui est annexé à celui-ci, ça va être le squelette appendiculaire. Le squelette appendiculaire, il comprend le squelette des 4 membres. Les membres, ils sont annexés au squelette axial via les ceintures. Pour le membre supérieur, c'est la ceinture euh, la ceinture scapulaire, et pour le membre inférieur, c'est la ceinture pelvienne. À noter qu'il y a une différence entre les deux cours. J'ai vu que vous avez fait le cours de pelvien. Dans le cours de pelvien, on vous dit que euh, la ceinture pelvienne est faite que d'un seul os, donc l'os coxal, tandis que la ceinture scapulaire est faite de 2 os, la clavicule et la scapula. Je vérifie juste qu'il y a personne. Ok. Euh, donc ça, c'est des rappels du cours de base de l'anatomie. Voilà, on revient sur ce que je viens de dire. Donc, c'est la seule différence à faire. Clavicule en avant, scapula en arrière pour la ceinture scapulaire, donc 2 os, et ceinture pelvienne qui est faite que d'un seul os, l'os coxal. Juste une chose, vous savez, sur le cours de base de l'anatomie, il y a un cours que j'ai d'habitude, enfin, que je vois que les gens ne font pas, même quand j'étais en passe, que les gens ne faisaient pas. Ce cours, c'était je vais vous montrer tout de suite. C'était, vous savez, c'est le cours de après base de l'anatomie. Même, enfin, je vois que les gens ne le voient pas parce que les prépas en général l'oublient, mais c'est très important à les faire. Regardez, ici, vous avez le cours de base de l'anatomie.
Donc ça, c'est ce que vous avez pu faire, les différents types d'anatomie macroscopique, microscopique, etc. Ensuite, voilà, là, on vous présente ce que c'est les cellules, là, c'est les organes. Et ensuite, si vous descendez en bas, enfin, vous n'avez pas le poli, je pense, mais dans le poli, ça y est, en fait, c'est le poli que la fac va vous fournir. Donc, euh, en général, les cours des prépas, ça va être ici, on va dire. Mais à la fac, le prof, lui, il fait jusqu'à ça, jusqu'à là. Voilà. Donc, il y a toute une partie que, en général, vous pouvez oublier de faire. Donc, il faut la faire. En fait, c'est deux cours en un. C'est le premier cours base de l'anatomie, le deuxième, c'est squelette, articulation et muscles. Et là, voilà, on parle des articulations, ce que c'est que les trois types d'articulations, fibreuse, cartilagineuse, synoviale. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, en tout cas, je vous le dis aujourd'hui parce que même moi, ça m'est arrivé. Enfin, je l'avais zappé ce cours. J'avais découvert son existence, je crois, en fin août, une fois que j'avais le poli, et je ne savais pas qu'il existait. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, bah, je conseille d'aller le faire. Il n'est pas encore trop tard, hein. Vous êtes encore en juillet. Bah, vous êtes qu'en avance là. Donc, je peux retourner sur. Voilà. Donc, la ceinture scapulaire est formée de deux os et la ceinture pelvienne d'un os. Voilà une image du membre supérieur. Euh, là, on revient sur ce qu'on a dit. Donc, que le membre supérieur est rattaché au squelette axial par la ceinture scapulaire. Donc, dans le langage courant, on introduit la ceinture scapulaire comme faisant partie du membre supérieur et donc comme étant un des quatre segments de celui-ci. Ce membre supérieur est fait de quatre segments, la ceinture scapulaire, le bras qui est fait par l'humérus, l'avant-bras qui est fait par l'ulna et le radius, et la main. Donc voilà. Euh, mais on peut aussi dire que le membre supérieur est fait de six parties. C'est toujours dans le poli, comme dit ça. Il est fait de six parties. Donc il est fait de l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main. On peut diviser aussi en six parties le membre pelvien, mais ça, c'est pour le coude pelvien qu'on va pas faire. Donc, ici, vous allez avoir la main, vous allez avoir le carpe, le métacarpe et les phalanges qu'on verra après. Je vais vous donner des moyens mnémotechniques pour apprendre les os du carpe. Mais sinon, voilà, ça, c'est une planche assez facile à apprendre. Euh, Elle vous donne les bases. Là, vous voyez que la scapula est articulée avec deux os, avec l'humérus par la cavité glénoïdale et avec la clavicule par l'acromion. Voilà. Euh, Maintenant, pour ce qui est du poids des membres, le membre thoracique est beaucoup plus léger que le membre pelvien. Ça, on est tous d'accord, on le voit, ça c'est visuel. Maintenant, si vous voulez des chiffres, moi, c'est ce que je faisais pour apprendre. Donc, si vous voulez des chiffres, moi, j'étais allé chercher et puis j'avais trouvé qu'en fait, le membre supérieur faisait en général 5% de notre masse. Par exemple, pour un homme de 50 kilos, de 70 kilos, bah, le membre supérieur, ça va faire 70 fois 0,05, ça va faire 3,5 kilos. Tandis qu'un membre inférieur, donc une jambe, enfin, ce qu'on appelle dans le langage courant une jambe, mais c'est pas vraiment ça, un membre pelvien, lui, va peser 18% de notre masse. Donc, pour vous dire, c'est plus de trois fois plus enfin, en gros, un membre pelvien pèse presque plus de trois fois plus qu'un membre thoracique. La ceinture scapulaire, donc, elle est faite de la clavicule et de la scapula. Et maintenant, on va voir ce qu'est la clavicule. La clavicule, donc, c'est un os qui est bilatéral, c'est-à-dire qu'on va retrouver de deux côtés, de part et d'autre du sternum. Elle est allongée. C'est un os qui est allongé, on peut le voir, c'est assez visuel. Elle est fait partie de la partie antéro-supérieure du squelette thoracique. Donc, vous pouvez l'apercevoir, vous pouvez la toucher. Le thorax, je pense que vous savez tous ce que c'est. Vous avez votre tronc qui est divisé en thorax et en abdomen par le diaphragme. Donc, ça, c'est aussi un rappel d'ostéologie. Ensuite, entre le manubrium sternal en dedans et le scapula en dehors. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un sternum, c'est celui-ci. Et ce sternum, il est divisé en trois parties.
Vous allez avoir un manubrium sternal en haut, ici. On voit ici la suture entre les deux. Ensuite, on va avoir un corps sternal. Et là, vous allez avoir le processus xiphoïde. Pour ce qui est de la clavicule, elle s'articule avec le manubrium sternal ici et, c'est pas dit ici, mais aussi avec la face supérieure du premier cartilage costal. Donc ici, vous avez vos côtes et vos côtes, lorsqu'elles vont s'articuler avec votre sternum, elles vont le faire via des cartilages. Voilà, là on voit la différence. Ici, euh, ce blanc euh, euh, ici, c'est un os, et ensuite, à partir de là, c'est du cartilage. Ensuite, elle est sous-cutanée, bah, vous pouvez la toucher, hein, vous pouvez la toucher, vous pouvez la sentir. Et la direction, elle est oblique en haut, en arrière et en dehors. Maintenant, pour ce qui est des directions, peut-être que vous ne savez pas encore, vous commencez, c'est un petit peu difficile pour vous pour les directions. Pour ce cours, là, pour la clavicule, c'est facile d'apercevoir. Mais plus généralement, comment est-ce qu'on fait pour les directions? Euh, pour les directions, il faut comprendre qu'il y a deux directions. On peut vous donner deux directions qui servent. Donc là, par exemple, vous avez votre clavicule. Euh, je vais vous mettre un truc un petit peu plus simple. Je vais vous mettre par exemple un os ici. Comment on fait pour savoir les directions? Bah là, regardez. Euh, vous allez avoir ici un os et on veut savoir sa direction. Lorsqu'on dit par exemple qu'il est oblique en haut, en bas ou je ne sais. Ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer une flèche comme ça, dans votre tête, hein, une flèche comme ça, et là, vous allez avoir la direction. Et soit on peut dire que, par exemple, le fémur est oblique en bas et en dedans, soit on peut dire qu'il est oblique en haut et en dehors. C'est la direction, enfin, par d'entre vous, vous avez pu faire physique au lycée, et lorsque vous avez étudié les vecteurs, bah, vous avez vu que le vecteur, il y avait une direction et un sens, et on faisait la différence entre les deux. Là, on parle de direction, mais le sens il peut être bien ici qu'ici. Donc voilà. Ça, c'est pour avoir un petit peu l'esprit un peu plus sain quant aux directions et les obliquités. Donc la fracture de la scapula est fréquente. C'est un os qui est sous-cutané, donc on peut la fracturer facilement. Et lorsqu'on la fracture facilement, il y a une chute en avant de l'épaule. Donc c'est vraiment une chute en avant qu'on voit bien, hein. Je vous invite à aller voir des images, vous verrez par vous-même. La clavicule, comme vous voyez, elle a une forme de S italique. C'est un mot que que vous allez retrouver très fréquemment dans vos polis d'anatomie. S italique, il y a beaucoup d'os qui ont des formes de S italique. Donc voilà, là, on va pas vous piéger là-dessus. Euh, Elle a deux extrémités, donc elle s'articule avec le sternum. Donc on va par identification appeler cette extrémité une extrémité sternale, et là une extrémité acromiale. Là, c'est plus arrondi, enfin vous voyez, ou alors vous pouvez la sentir, vous verrez qu'elle est plus arrondie vers l'extrémité sternale et elle est plus aplatie de haut en bas vers l'extrémité acromiale. Donc quand on dit de haut en bas, ou d'avant en arrière ou quoi en anatomie, c'est de haut en bas, c'est on vient on prend sa main, enfin moi c'est comme ça que je le voyais pour ne pas se tromper. Quand on me disait de haut en bas, d'avant en arrière, enfin, c'est aplati, de haut en bas, quoi. Quand on me dit par exemple que c'est aplati de haut en bas, ce que je faisais, c'est que je prenais ma main, euh, et puis je venais avec la pointe de ma main de haut en bas, et en fait vous voyez que ça va être parallèle, quoi. C'est vraiment aplati de haut en bas. Donc elle s'articule avec sa face inférieure avec l'acromion. Là, où vous voyez que l'acromion est un petit peu, la clavicule est un petit peu au-dessus de l'acromion. Donc, elle s'articule avec celui-ci par sa face inférieure. Et au niveau du sternum. Donc, on a du sternum, on a une lumbre sternale ici, et avec la face supérieure du premier cartilage costal. Donc, en fait, la clavicule elle est un petit peu plus haute que les deux os avec lesquels elle s'articule. Euh, Ensuite, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que convexe et concave, toute cette histoire de convexe et concave. Euh, Convexe, convexe, c'est quand c'est voûté vers l'avant. Donc ici, par exemple, quand vous sentez votre clavicule, elle est voûtée vers l'avant, on va dire qu'elle est convexe en avant.
Et lorsqu'elle est creusée en avant, comme ici la partie latérale de la clavicule, bah, on va dire qu'elle est concave en avant. Et ça, ces termes, vous allez les retrouver assez souvent dans votre poly d'anatomie, convexe et concave. Mais c'est assez facile à, à visualiser. Ici, vous avez une coupe de la scapula. Là, vous avez une coupe qui est du scapula en arrière. C'est-à-dire que là, vous voyez le bord postérieur et là, c'est le bord antérieur. Donc, c'est une coupe en arrière. Là, vous avez l'extrémité sternale. Là, vous avez l'extrémité acromiale. À noter une chose, c'est que en anatomie, dans le poly d'anatomie que vous allez avoir, c'est une règle générale, hein, mais c'est pas vrai pour toutes les planches. Mais en règle générale, on va on va généralement prendre les os de la partie droite du corps. Donc là, on ne dit rien dans le titre, enfin, c'est écrit clavicule droite, mais même lorsqu'il n'y a rien, il faut savoir qu'en anatomie, en général, on prend les os de la partie droite du corps. Donc à partir de là, vous savez un petit peu comment vous repérer. Mais c'est pas vrai pour tous les schémas. Vous allez voir qu'il y a certains schémas, mais pas beaucoup. Il va y en avoir deux ou trois planches qui sont de la partie gauche du corps. Vous verrez ça, vous verrez lorsque vous ferez le poly de schéma. Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous me demandez et puis je vous l'enverrai. Pour revenir à la clavicule. La clavicule a une face supérieure qui est presque lisse dans elle est lisse dans presque toute son étendue. Enfin, ça, c'est la phrase du poly. Elle est lisse dans presque toute son étendue. Enfin, on peut aussi dire qu'elle est lisse tout court. Tandis qu'elle a une face inférieure qui, elle, est rugueuse. Et on va voir par quoi est-ce qu'elle est rugueuse. Donc voilà, c'est des antonymes, lisse et rugueuse. Attention à ne pas tomber dans le piège. Voilà une face inférieure. Donc ça, c'est une clavicule en face inférieure, ça c'est clavicule droite, comme c'est écrit dans le titre. Et donc là, il y a plus d'excroissance de l'os, qui fait que ça n'est plus lisse, mais rugueux. Donc là, euh, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une ligne trapézoïde, et là, vous allez avoir un tubercule conoïde. Bon, là, ici, une glutière, et où va s'insérer le muscle, enfin, va s'insérer des vaisseaux et le muscle subclavier. Pour revenir à ça, là où vous pouvez tomber dans le piège, je pourrais très bien vous inverser les deux, vous dire que là, par exemple, c'est le tubercule conoïde et là, c'est la gouttière du muscle sous-clavier, et il n'y a rien qui va les différencier. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre ça euh, et pas tomber dedans? Ben, c'est simple. Moi, ce que j'étais allé faire quand j'étais à votre place en cours thoracique, c'est que j'étais allé voir, vous savez, je suis allé voir euh, la clavicule en face inférieure, donc clavicule en face inférieure. Et là, dans les images, vous allez voir qu'en fait, ça se confirme. Bon, là, dans le schéma, c'est parce que c'est un petit peu moche, donc on ne voit pas la différence dans le schéma. Mais là, vous voyez bien qu'ici, il y a une ligne, donc on va l'appeler la ligne trapézoïde, et là, un tubercule, donc le tubercule conoïde. Donc voilà, il faut que vous fassiez en sorte de bien aller chercher des informations lorsque vous ne les avez pas. Là, dans cette planche, il n'y a rien qui distingue ces deux noms. En plus, c'est des images qui se ressemblent, donc je pourrais très bien les inverser. Et en QCM, bah, avec le stress, vous allez cocher dedans. Vous allez cocher parce que vous n'aurez pas enfin, vous n'aurez pas appris ou alors vous ne serez pas souvenu. À noter aussi qu'il faut toujours essayer de trouver des logiques. Moi, c'est comme ça que j'apprenais mes cours de P1. Il y a toujours une logique derrière ces cours. OK? Ou alors j'en crée une de logique. Pourquoi? Parce que apprendre par cœur bêtement des phrases l'une après l'autre, c'est très compliqué. Mais si vous utilisez votre cerveau et vous faites utiliser votre raisonnement, là, sera beaucoup plus aisé. Donc, je vous conseille toujours de trouver une logique à ce que vous apprenez, ou alors en anatomie, d'aller bien visualiser des choses, même lorsqu'elles ne sont pas sur vos polis. C'est très important. Donc, ici, il y a une gouttière du muscle subclavier, donc subclavier. Donc sub, c'est un préfixe latin. Vous savez tout ce que ça veut dire sub, c'est en dessous, comme par exemple subordonné qui est inférieur dans la hiérarchie. Bah là, c'est pareil, subclavier, c'est en dessous de la clavicule. L'antonyme de sub serait susclavier ou alors supraclavier, c'est-à-dire au-dessus.
Voilà. Ça, c'est des antonymes à bien avoir. Pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà, mais pour ceux qui ne les savent pas, c'est très bien à apprendre. Donc, il y a un rapport avec les vaisseaux subclaviens et plexus brachial qui peuvent être donc comprimés lors d'une fracture de la clavicule et donc une chute en avant de celle-ci et de l'épaule. Euh, ensuite, ça on a dit. Maintenant, on va parler de la scapula. La scapula, dans l'ancienne nomenclature qu'on appelait l'omoplate. À savoir aussi que dans le schéma, enfin dans le poli, on vous donne souvent des anciennes nomenclatures. Vous savez, des anciennes nomenclatures qu'on va trouver entre parenthèses écrites en italique. Ça, c'est parce qu'avant, dans le langage courant des anciens médecins, ils avaient enfin, un langage d'anatomie qui ne correspond pas au langage internationalisé. Aujourd'hui, on a un langage internationalisé qui fait que euh, si vous dites par exemple humérus dans le monde, on vous comprendra. Voilà. Donc, ça a été corrigé. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux langages. Il y a celui normalement. Euh, il y a le langage où il est écrit normalement. Et il y a le langage, entre parenthèses, en italique. Et là, celui-ci, c'est à apprendre pour vous, mais les profs ne viendront pas vous piéger dessus. Par contre, en QCM, si. Donc, il faut l'apprendre. Voilà. Euh, j'ai pas réussi à trouver j'ai pas réussi à trouver d'exemple, mais vous allez en avoir dans le poly. Donc, vous savez, quand vous apprenez des nouveaux os, on vous donne toujours une description de ceux-ci. Par exemple, ils sont plats, bilatéraux, ils sont minces, ils sont triangulaires. Il faut bien apprendre et il faut bien comprendre parce qu'on vous dit ça. Parce qu'on vous dit que c'est un os plat, ben on voit bien que la scapula est un os plat. C'est-à-dire qu'elle a deux de ses côtés qui sont plus longs qu'un autre, que son épaisseur. C'est ça, la définition d'un os plat. Elle est bilatérale, ben, on a une scapula des deux côtés. Elle est mince, ben là, quand vous la voyez de profil, vous voyez bien que c'est mince, quoi. Ça ne dépasse pas les 2 centimètres. Elle est triangulaire. Donc là, vous voyez bien que ça forme un triangle. Bon, ça peut paraître bête, mais je vous conseille tout de même de bien comprendre ça parce que des fois en QCM, le premier item d'un QCM, bah, ça pourrait très bien être un item sur ces phrases-là. Je vous changerai ça. Je pourrais vous dire que c'est un os épais. C'est déjà arrivé. La scapula est un os plat, bilatéral, épais et triangulaire. Bah, là, c'est un piège. Donc, ce n'est pas un os épais, mais c'est un os mince. Donc, elle est plaquée à la partie postéro-supérieure du squelette thoracique de K2 à K8. K2 et K8, qu'est-ce que c'est? K, c'est pour côte. Elle est entre la deuxième et la huitième côte thoracique. Euh, voilà, côte thoracique qui vient des vertèbres. Donc, comme on a dit tout à l'heure, elle s'articule avec la clavicule et l'humérus. Et cette fois-ci, les fractures sont rares. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de muscles autour. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Là, vous avez une clavicule. Vous voyez bien que la clavicule ici, elle est subcutanée. Il n'y a pas beaucoup de muscles qui la protègent. Tandis que la scapula ici, elle a des muscles autour, donc ça va être plus compliqué de la fracturer. Attention à bien mettre en évidence à chaque fois les spécifications de chaque muscle. Euh, on peut vite s'y perdre. En plus, il y a beaucoup d'analogies avec le cours de pelvien, donc attention à bien noter ces différences. Euh, la scapula, elle a deux faces. Elle a une face antérieure qui est costale. Euh, parce qu'ici, vous voyez, enfin, on l'appelait face costale parce qu'elle est contre les côtes. Ici, vous la voyez bien. Ici, vous voyez bien qu'elle a une face antérieure qui est contre les côtes. Et donc, par identification, on appelle cette face une face costale. Tandis que la face de derrière, on va l'appeler la face dorso-latérale. Parce que quand on voit de haut, on voit qu'elle est en arrière et qu'elle est aussi latérale, donc une face dorso-latérale. Voilà. Elle est concave en avant, une fosse subscapulaire traversée par des crêtes du muscle subscapulaire. On le voit très bien ici à l'image. Je vais vous montrer ça. On voit qu'en fait, elle est concave en avant quand on la regarde de profil. Voilà.
Voici donc la scapula ici, le muscle subscapulaire là, et là on a l'humérus. OK? Et là, quand on voit une scapula, on se rend compte qu'en fait, c'est concave en avant. Là, vous voyez bien que c'est concave en avant, ça forme un creux. Regardez ce que ça fait là, ça marque un creux en avant. Donc, comme je vous ai dit, on doit toujours spécifier que c'est en avant, parce que je peux vous dire que aussi c'est convexe en arrière. Euh, et donc, voilà. Et là, vous avez les crêtes du muscle subscapulaire, où vient de s'insérer le muscle subscapulaire. Elle a trois bords et trois angles, et deux faces. Comme on l'a dit, elle est triangulaire. Donc, trois bords, trois angles et trois faces. Les trois bords sont les bords médial, bord médial, bord latéral et bord supérieur. À noter aussi que dans le poly, on utilise une autre nomenclature. Pour le bord médial, on appelle ça un bord spinal. Et le bord latéral, on appelle ça un bord axial. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde sur un schéma, on se rend compte que on a le bord médial, ici, qui est vers la moelle spinale. Et donc, on a appelé ce bord médial le bord spinal. Tandis qu'ici, ce bord latéral, ici, qui s'arrête au niveau du tubercule infraglénoïdal, lui est appelé le bord axillaire. Axillaire en latin veut dire, enfin, étymologiquement, c'est la définition d'une aisselle. Donc c'est vers l'aisselle et c'est pour ça qu'on a appelé ce bord le bord axillaire. Donc voilà. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais en P1. Vous savez, lorsque vous êtes en P1, comme je vous ai dit, il faut toujours trouver une raison aux mots qu'on vous donne. Donc moi, j'allais chercher l'étymologie de ces mots. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on appelait ce bord le bord axillaire. Bah, j'allais chercher donc la définition, l'étymologie du mot axillaire. Et donc, j'avais trouvé que ça correspondait à aisselle. Euh, c'est un bord supérieur. Ce bord supérieur, il s'arrête au niveau euh, de l'incisure scapulaire, où passe le nerf suprascapulaire. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle en 15 euh, le processus coracoïde, qu'on voit ici. C'est en forme de dent infléchie, là, ici, un processus coracoïde. Et ensuite, vous allez avoir trois angles. Donc, un angle inférieur, supérieur et un angle latéral. À l'intérieur de l'angle latéral, vous allez avoir ce qu'on appelle la cavité glénoïdale. À noter que la cavité glénoïdale, ce n'est pas un nom propre à cette cavité, ce n'est pas le nom de la cavité, mais c'est le nom qu'on donne à des cavités qui viennent s'articuler avec des membres et qui sont des cavités peu profondes, peu profondes. Donc là, vous voyez bien que c'est une cavité qui est peu profonde et qui est destinée à s'articuler avec la tête de l'humérus. Celle-ci, elle regarde en haut, en avant et en dehors. C'est-à-dire, là, si par exemple, je regarde de haut ou alors de côté, je me rends compte que ici, là, cette cavité glénoïdale, lorsque je place une flèche sur quoi elle reflète, vers où elle regarde, la flèche, elle va être comme ça. Elle va être comme ça. Donc, elle va être en avant, en dehors et en haut. Immédiatement au-dessus, on va avoir le tubercule supraglénoïdal. Donc là, on répète, on a tubercule infraglénoïdal, cavité glénoïdale, tubercule supraglénoïdal et un processus coracoïde. En QCM, sur ce cours, on va très, très, très souvent vous piéger entre trois termes. Coracoïde, coronoïde et conoïde. Si vous notez ces termes quelque part, que vous arrivez à faire la différence entre ces trois termes, vous n'allez plus faire de faute. C'était très, 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 très commun, ces pièges. Donc, c'était quoi? C'était par exemple que je vous prenais le processus coracoïde et que je vous mette en QCM processus coronoïde. Ben là, c'est faux. Donc, qu'est-ce que c'est là? Là, on a le processus coracoïde en 1. Ensuite, on a le processus conoïde qui est là, ici, processus conoïde qui fait partie de l'épiphyse proximale de l'ulna, et tubercule conoïde qu'on a vu tout à l'heure pour la clavicule et qui correspondait finalement à ça, ce tubercule-là. Donc, euh, moi, comment est-ce que je faisais déjà juste pour me souvenir de celui-ci et de pas mélanger les termes. Là, vous voyez bien que c'est une forme de doigt.
Et moi, je m'imaginais un doigt en corail. Enfin, j'avais appris en faisant une association. Donc là, vous imaginez un doigt en corail, et c'est ça qu'on va appeler donc le processus coracoïde. À noter que ce processus coracoïde, il est, il est formé de deux segments. Un segment qui est en avant, voilà, ici vous voyez bien, vous allez avoir ici deux segments pour le processus coracoïde. Un segment qui est oblique en avant et en haut, là ici le segment qui porte le doigt, et un autre segment ici, le doigt qui regarde en dehors et en bas. Voilà, un petit détail du cours, toujours bon à prendre. Maintenant, on va aller à la face dorsolatérale de la scapula. Celle-ci, elle est divisée en deux parties, à l'union de son quart supérieur et de ses trois quarts inférieurs par une lampe osseuse transversale triangulaire à la coupe. C'est l'épine scapulaire qui délimite les deux fosses. Donc, on va aller voir ce que c'est. C'est ça. C'est vraiment une excroissance de la scapula et de la face dorsolatérale. On le voit bien dans les schémas. Là, l'application, si vous voulez, c'est Anatomie Atlas 3D. Pour ceux qui veulent, que j'utilisais tout à l'heure, c'est Anatomie Atlas 3D. Donc là, vous voyez, on a l'épine scapulaire ici, qui se forme et qui va aller au-dessus euh, via l'acromion, au-dessus de l'articulation scapulo-humérale. Elle va former genre un toit au-dessus de celui-ci, comme c'est dit dans le poli. Vous voyez très bien ici. Voilà. L'épine se prolonge donc par l'acromion, ce qu'on vient de voir, qui est subcutané par sa face supérieure. Donc, vous pouvez même le sentir à l'acromion lorsque vous mettez la main au-dessus de votre épaule. L'acromion ne s'articule pas avec l'humérus. Attention aussi à ne pas tomber dans ce piège. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la scapula s'articule avec deux os via deux articulations différentes. Pour ce qui est de l'humérus, c'est avec la cavité glénoïdale. Et pour ce qui est de la clavicule, c'est via l'acromion. Donc attention à bien différencier ces deux et ne pas tomber dans le piège. Là, vous avez une planche en vue postérieure, donc de la scapula droite, qui vous résume tout ce que je viens de dire. Donc les trois quarts inférieurs, le quart supérieur divisé par l'épine scapulaire, une incisure ici, l'angle supérieur et inférieur, l'angle latéral, les trois bords. Donc voilà, ça résume un petit peu. Ces deux os-là, la clavicule et la scapula, sont des os assez faciles à retenir. On peut même les sentir, donc ils sont pas très compliqués. Maintenant, l'humérus. L'humérus, on va avoir des planches qui vont être un peu plus riches et donc qui va demander un peu plus d'apprentissage. On va essayer d'apprendre ça facilement. Donc, comme pour tout os, on va commencer par une description de celui-ci. C'est un os qui est long et bilatéral, donc qui est des deux côtés, qui est l'unique os du bras. Donc, on fait bien attention à faire ces différences. Dans le langage courant, par vulgarité, on dit que le bras, c'est l'ensemble du membre supérieur, mais c'est faux. Vous savez, le bras correspond qu'au segment entre l'épaule et le coude. C'est ça qu'on appelle le bras. Et il est formé uniquement de l'humérus. Attention, c'est une des rares phrases dans le poli qui utilise le mot uniquement. Donc, si vous voyez uniquement, ben, vous cochez. Parce que d'habitude, lorsqu'on voit des mots de restriction comme uniquement, jamais, toujours, en général, c'est faux. Mais certaines fois, comme ici, où c'est juste. Donc, attention à bien noter ce détail. Ensuite, c'est un os long. Il faut savoir que dans trois types d'os. On a les os longs, les os plats et les os courts. Un os long, ça, je vais vous donner une petite anecdote, enfin, un petit conseil pour reconnaître un os long. Un os long, en général, il va avoir sa diaphyse qui est en forme triangulaire, à la coupe transversale. C'est-à-dire, un os long, lui, va être formé d'une diaphyse. Donc, la diaphyse, c'est l'équivalent du corps. Là, vous voyez ici un corps pour, euh, pour l'humérus et de deux épiphyses. Donc, ici, cette épiphyse-là et cette épiphyse-là. En gros, c'est ça. Vous avez votre os comme dans les films, hein, je vous fais un os, voilà. Là, ici, vous allez avoir une diaphyse et là, une épiphyse. Et des fois, pour certains zolos, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle une métaphyse entre les deux, mais ça, on le reverra au S2. Donc, euh,
Un os long, il a déjà ce caractère-là. Il a une diaphyse et deux épiphyses. OK? Maintenant, un os long, comme par exemple pour le tibia, le fémur, l'humérus, il va avoir une diaphyse triangulaire à la coupe transversale. C'est-à-dire que si je prends l'humérus, par exemple, allez, je prends l'humérus parce qu'on en parle, en coupe transversale, il va avoir un truc comme ça. Il va avoir un bord antérieur, un bord latéral et un bord médial. Il va avoir trois faces. Une face antéromédiale, une face antérolatérale et une face postérieure. Ça, c'est l'humérus. Mais après, voilà, par exemple, le fémur, lui, ça va être le contraire. Le fémur, lui, ça va être un truc comme ça. Le fémur, vous allez avoir une face antérieure, postéromédiale, postérolatérale. Mais en général, les os longs ont un corps triangulaire à la coupe transversale. Donc ça, voilà, c'est un petit tips pour apprendre plus vite les os longs. Comme je vous ai dit, elle a une diaphyse et cette diaphyse est légèrement tordue. Ici, vous voyez que c'est tordu, que c'est pas totalement vertical. Ça a trois faces, comme je vous ai dit, en antérolatérale, antéromédiale et postérieure. Sur la face antérolatérale, on va trouver ce qu'on appelle la tubérosité deltoïdienne. La tubérosité deltoïdienne est destinée à recueillir, je vais vous montrer ça tout de suite, est destinée à recueillir le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde, pour ceux qui font de la muscu ou quoi, vous savez un petit peu ce que c'est, parce qu'on fait des extensions latérales. Ici, voilà. C'est ça le muscle deltoïde. Et là, il y a un V, ici. Voilà. Ce qu'on appelle ici le V, tubérosité deltoïdienne, avec un V qui est orienté vers le haut. Enfin, la face antéromédiale, elle, est constituée d'un trou nourricier et de la partie inférieure du sillon intertuberculaire. Donc, le trou nourricier ici. Il faut savoir que les os, c'est des parties vivantes. Donc, les os, c'est des organes vivants. OK? Et donc, comme tout organe, il a besoin d'être nourri. Il a besoin qu'on lui apporte des nutriments. Ces nutriments, ils sont apportés par des vaisseaux via des trous. Au S2, vous allez voir les noms de ces trous. Ici, en l'occurrence, c'est un trou de Volkmann. Mais vous allez voir au S2 un peu plus en détail l'intérieur des os. Il faut juste se souvenir que les os, c'est des organes durs, mais vivants, et qui ont besoin d'être nourris. Et ici, pour l'humérus, euh, il va avoir un trou sur la face antéromédiale, le trou nourricier, qui va permettre de lui faire entrer des vaisseaux et lui apporter des nutriments. Et le sillon, il va aussi avoir le sillon intertuberculaire. Donc, l'humérus, il a, comme je vous ai dit, une diaphyse et deux épiphyses. Et sur l'épiphyse ici, qui est proximale, il va avoir deux tubercules, là et là. Et entre ces deux tubercules, il va avoir un sillon. OK? Il va avoir un sillon ici qu'on va appeler le sillon intertuberculaire. Ensuite, la face postérieure. Dans son tiers moyen, c'est-à-dire que si je prends la face postérieure de, de l'humérus, dans son tiers moyen, il va y avoir un sillon, le sillon du nerf radial. OK? Ce sillon du nerf radial, donc, comme son nom l'indique, il est destiné à accueillir le nerf radial et il est oblique en bas et en dehors. Vous voyez sur le schéma, pour ça, je n'ai pas besoin de vous montrer. Et des vaisseaux brachiaux profonds. Les trois bords, on en a parlé tout à l'heure, antérieur, latéral et médial. L'antérieur, lui, se divise, ça c'est très important à retenir. Le bord antérieur se divise vers le bas, enfin, il se clive. OK? Et ce clivage va former la fosse coronoïdienne, qui est très important dans ce cours, la fosse coronoïdienne, très important à retenir. On verra après à quoi elle sert. Mais là, vous voyez bien, ici, il y a un bord antérieur qui va se diviser pour donner ici une fosse. Voilà. Euh, le bord latéral est croisé par le sillon du nerf radial et le bord médial, on ne donne pas de spécificité dans ce cours. Ensuite, on va parler de l'épiphyse proximale plus en détail. Déjà, il faut savoir, l'épiphyse, je vous ai dit ce que c'était. Maintenant, proximal. Pourquoi est-ce qu'on dit proximal distal? C'est par rapport à quoi qu'on dit proximal et distal? En anatomie, lorsqu'on utilise le mot proximal et distal, c'est par rapport à la colonne vertébrale. OK? Ça, c'est écrit dans le cours, c'est écrit dans votre poly que vous allez avoir en septembre, ici, dans ce poly-là.
On dit que c'est proximal lorsque c'est plus proche de la colonne vertébrale que l'autre segment dont on va parler. Donc, l'humérus, il va avoir ici une épiphyse proximale et une épiphyse distale. L'épiphyse proximale est composée de trois parties. Ok? Il va avoir trois parties, l'épiphyse proximale. Là, c'est pas Jim, mais dans le poly, c'est J. Ces trois parties vont être la tête humérale, qui est une partie articulaire, et deux tubercules, le tubercule mineur et le tubercule majeur. Le tubercule mineur, qu'on voit ici en 3, s'appelle aussi le troquin. C'est un autre terme qui est utilisé dans votre poly. Ici, en 2, on va avoir le tubercule majeur. Le tubercule majeur va aussi avoir un autre terme qui va être le trochiter. La tête humérale représente le tiers d'une sphère d'un rayon de 30 millimètres. Donc, si je vous dis que c'est aussi le tiers d'une sphère de 6 centimètres de diamètre, c'est juste. En QCM, il y a en QCM, il va y avoir certains tuteurs qui vont essayer enfin pas de vous piéger, quoi, mais de changer un petit peu les habitudes et de vous mettre 6 cm de diamètre. Attention, c'est juste. Il y en avait l'année dernière qui est coché faux, mais c'est juste. C'est rayon, diamètre, voilà. Vous êtes au point sur ça. C'est le tiers d'une sphère. À différencier de, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en message si jamais vous n'avez pas envie de parler au micro. Voilà. Donc, euh, l'humérus, lui, va avoir une tête qui représente le tiers d'une sphère d'un rayon de 30 millimètres, et tandis que le fémur, lui, va avoir une tête qui représente les deux tiers d'une sphère d'un rayon de 25 millimètres. À noter ces deux différences, hein, parce que ça tombe tout le temps en QCM, on va vous piéger tout le temps dessus, et donc c'est à bien apprendre. Ok. Si jamais vous n'arrivez pas à faire la différence, vous voyez que, enfin, vous prenez deux schémas et puis vous verrez que la tête de l'humérus est un petit peu plus grande que celle du fémur. Elle regarde en haut, en arrière et en dedans. Donc là, par exemple, si je vous prends une planche, vous allez voir que la tête de l'humérus, elle regarde en haut, en dedans, et là, si on regarde et en arrière. Je ne sais pas si vous avez un petit peu à visualiser, mais avec un petit peu de visualisation, ça va passer. Ensuite, pour ce qui est de l'angle d'inclinaison, ça, c'est une autre caractéristique où on va parler et qui va être présente pour beaucoup d'os. On va parler d'angle d'inclinaison ou d'angle de déclinaison. À faire la différence entre ces deux angles, parce qu'il va y avoir des pièges dessus, on va vous inverser inclinaison et déclinaison. Qu'est-ce que c'est? L'inclinaison, pour ceux qui connaissent un petit peu la géologie, c'est comme voilà, c'est comme en géologie. Là, ça va être l'angle entre l'axe de la tête et l'axe de la diaphyse. Ça, c'est l'angle d'inclinaison. Là, on l'a en 10. Tandis que l'angle de déclinaison, c'est ça. C'est l'angle, déjà, il est vu d'en haut. L'angle vu d'en haut, ou en coupe transversale, entre l'axe de la tête, en 8, et l'axe de l'épiphyse distale. Dans le poli, on donne des valeurs. L'angle d'inclinaison de l'humérus, il est de 130 degrés. Son angle de déclinaison, il est de 20 degrés. C'est pas noté ici, mais c'est écrit dans le poli. Euh, à noter aussi, et il ne faut pas se tromper dessus, c'est que vous avez fait le cours de Montpellier, et dans le cours de Montpellier, pour le fémur, on vous donne aussi des valeurs. Il y a un angle d'inclinaison de 130 degrés, comme l'humérus, mais cette fois-ci, il va avoir un angle de déclinaison de 15 degrés. Attention de bien faire la différence entre les deux. On vous inverse entre l'humérus et le fémur, et vous tombez facilement dans le piège si vous ne remarquez pas la distinction entre les deux. Comme je vous ai dit, l'humérus, il va avoir deux parties non articulaires. Tubercule majeur en dehors. Sur la face supérieure de ce tubercule majeur, donc le trochiter, c'est l'autre terme, sur la face supérieure du trochiter, vous allez avoir des insertions tendineuses. Ces insertions tendineuses correspondent à des muscles, comme on va voir tout de suite, à des muscles, et on va appeler l'ensemble de ces insertions la coiffe des rotateurs. Voilà, ici. Là, vous avez votre trochiter, le tubercule majeur, et là, vous allez avoir deux tendons. On appelle ça, cet ensemble, la coiffe des rotateurs.
Ensuite, toujours pour l'épiphyse proximale, il va y avoir un sillon intertuberculaire où va s'insérer le chef long du muscle biceps brachial maintenu dans le sillon par le ligament huméral transverse. Ça fait beaucoup de termes nouveaux, on va voir ce que c'est un petit peu. Donc, sillon intertuberculaire, il va avoir un chef long ici, c'est-à-dire que vous allez avoir le muscle biceps brachial là, ce muscle-là, il va avoir deux chefs. Un chef ici, qui va passer dans le sillon intertuberculaire, et il va être maintenu par un ligament. Et ce ligament, c'est le ligament, on voit ici, huméral transverse, qui est relié aux deux tubercules. OK, donc voilà. À l'union des épiphyses proximales et de la diaphyse, il y a un col chirurgical ainsi nommé car souvent fracturé chez le sujet âgé. Donc, à bien différencier en QCM, on fait des pièges. Par exemple, on change chirurgical par anatomique. Attention de faire la différence. En 4 ici, à l'union de la tête et les deux tubercules, vous allez avoir le col anatomique. Tandis qu'ici, en 6, à l'union de l'épiphyse proximale et de la diaphyse, vous allez avoir le col chirurgical. Voilà, le col anatomique, c'est bien visible, c'est une distinction claire à l'œil nu, tandis que le col chirurgical, c'est un endroit qui n'est pas visible, c'est un endroit virtuel. L'humérus, il a une épiphyse distale qui s'appelle condyle, et comme pour l'épiphyse proximale, il va avoir une partie articulaire et deux parties non articulaires. Les deux parties non articulaires vont être l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. La partie articulaire, elle va être formée de trois parties. On va avoir en dedans la trochlée. Ensuite, je vais vous mettre une image. Ici, vous allez avoir trois parties pour l'épicondyle ou l'épiphyse distale. C'est pareil. Épicondyle ou épiphyse distale de l'humérus, c'est la même chose. Condyle, c'est utilisé pour l'humérus. On utilise ce mot que pour l'humérus. Enfin, pas que, mais quand on dit épicondyle de l'humérus, on sait qu'on fait référence à cette partie-là. Donc, il va y avoir trois parties. Une épiphyse distale médiale, latérale et une portion articulaire. La portion articulaire, elle va être faite de la trochlée ici, de la zone capitulo-trochléenne, qu'on voit en noir ici entre les deux, et le capitulum. Pour ceux qui ont fait ce cours, il y a aussi un autre terme, qui est le capitatum. Ok. En QCM, ils vont beaucoup vous piéger entre capitulum et capitatum. Pour faire la différence entre les deux et ne plus jamais tomber dans le piège, bah moi ici, je m'imaginais ici, bon, c'est très arbitraire, hein, c'est à vous de choisir. Et moi ici, par exemple, pour le capitulum, euh, enfin, ici, en fait, j'avais fait une association. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est que les associations. Vous allez voir avec Sébastien Martinez. Mais par exemple, euh, pour l'os du carpe avec lequel on changeait souvent ce terme, je m'étais imaginé que sur l'os du carpe, il y avait un totem, comme capitatum. Et donc, je ne me trompais plus. Quand on disait capitatum, je savais qu'on faisait référence à l'os du carpe. Et tandis que capitulum, bah, par élimination, bah, c'est le seul os qui reste et c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. Euh, Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Il est 49, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Euh, donc, il y a la trochlée qui va s'articuler avec l'ulna, et cette trochlée va être composée d'une joue latérale et une joue médiale. Elle s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Ok? Donc, il va y avoir l'ulna, il va avoir il va y avoir une incisure au sein de celui-ci, qu'on appelle l'incisure trochléaire, qui est destinée à accueillir, ici, on voit en coupe latérale, la trochlée. En avant, la fosse coronoïdienne qui reçoit lors de la flexion du processus coronoïdien de l'ulna. En arrière, fosse olécrânienne qui reçoit lors de l'extension du coude le bec de l'olécrâne. Ça, c'est une partie importante, donc on va essayer de rester un petit peu de temps dessus, ensuite on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Euh, on a parlé tout à l'heure de la fosse coronoïdienne, qui est ici. Là, la fosse coronoïdienne, et ensuite la trochlée. Ok. Maintenant, cet humérus, via la trochlée, est articulé avec l'ulna et via le capitulum avec le radius. Lorsque on fléchit notre bras, notre membre thoracique, lorsqu'on le fléchit,
C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on veut boire un verre ou quoi, lorsqu'on lève notre membre supérieur, il va y avoir cette partie-là de l'ulna, ok, ce bec-là qu'on appelle le bec du processus coronoïde, qui va aller s'éclipser, on va dire, ou rentrer dans la fosse coronoïdienne. Donc, vous voyez que ça a les mêmes termes. Ici, fosse coronoïdienne, et là, processus coronoïde, par identification. Alors, c'est pas casser la tête. Tandis que lorsqu'on veut étendre notre membre supérieur, comme par exemple pour ramasser un truc par terre ou quoi, bah là, le membre va s'ouvrir et là, ça va être le bec du processus de l'olécrane qui va rentrer à l'intérieur de la fosse olécranienne. La fosse olécranienne, c'est une fosse qui a à la face postérieure de l'épiphyse distale de l'humérus. Voilà, ça, c'est à bien comprendre parce que ça tombe tout le temps en QCM. Et donc, c'est à bien comprendre. Et pas juste à apprendre, à bien comprendre. On va avoir à peu près le même procédé pour le radius. Le radius, lorsqu'on fléchit notre bras, par exemple, pour aller boire, ou pour, voilà, pour lever quelque chose, il va avoir ici cette portion de la tête qu'on appelle la circonférence articulaire. Circonférence articulaire, donc circonférence, ce qui est rond là, donc la circonférence de la Terre. Cette circonférence qui va rentrer à l'intérieur de la fosse radiale. Donc, vous voyez bien qu'on ne s'est pas cassé la tête. Les fosses, elles ont pris le nom des processus correspondants. Voilà. Cela dit, maintenant, je pense que là, vous êtes au point pour ça. Et là, c'est que des détails. Donc, le capitulum, c'est une saillie semi-sphérique qui s'articule avec le fovea radial, surmonté par la fosse radiale qui reçoit le bord antérieur de la circonférence articulaire radiale lors de la flexion. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de termes. C'est très flou. Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, à la place de prendre la tête avec tous ces termes, regardez le schéma. Donc, je vous conseille, lors de vos premières visions, de travailler toujours avec vos schémas. OK? Donc, on va reprendre cette phrase. Capitulum, donc ça, saillie semi-sphérique, elle est semi-sphérique parce que ça forme une sphère, mais qu'on voit qu'en face antérieure. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une face postérieure, on ne voit pas le capitulum. Regardez sur le schéma ici. Là, c'est une vue postérieure de l'humérus droit. On ne voit pas le capitulum. C'est une saillie semi-sphérique. Il n'est visible qu'en face antérieure, le capitulum. Voilà. Qui s'articule avec le fovea radial. Fovea, comme pour la rétine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais étymologiquement, fovea veut dire trou. OK? Fovea veut dire trou. Le radius, ici présent, va avoir un trou à l'intérieur de celui-ci. Voilà, le trou ici. On appelle ça la fovea radiale. Elle est destinée à accueillir le capitulum qui est ici, qui s'articule avec lui. Et lors de la flexion de notre membre supérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, la circonférence articulaire, elle va venir et s'accrocher ici à l'intérieur de cette fosse qu'on voit à peine. Elle est très légère, la fosse, mais on la voit quand même, qui est la fosse ici radiale, donc qui a pris le nom de l'os correspondant. Voilà. Qui est la fosse surmontée par la fosse radiale, comme on vient de le voir, qui reçoit le bord antérieur de la circonférence articulaire radiale lors de la flexion. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Au milieu, on va avoir une zone capitulotrochléenne qui s'articule avec le biseau de la tête radiale. Pas qui s'articule, mais qui est en contact, pardonnez-moi. Elle est en contact avec le biseau de la tête radiale. Donc le biseau, vous savez ce que c'est? C'est un segment en forme oblique. Là, ici, on ne le voit pas, mais sur les schémas, on le voit. À savoir aussi que dans les schémas, très souvent, on va mettre en évidence des choses qui sont beaucoup moins évidentes à mettre à voir en réalité. Là, regardez, on voit bien le biseau de la tête, mais en réalité, c'est pas si évident que ça de le voir. OK? Là, ici, en 12, vous avez le biseau de la tête radiale et il va être en contact avec la zone capitulotrochléenne qui est ici. OK. Euh, et donc une partie non articulaire, l'épicondyle médial qui est en vue postérieure et qui en vue postérieure est destiné à accueillir le sillon, enfin le nerf radial. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous toucher à peu près vers le coude, mais des fois, lorsque vous tapez ou quoi, vous avez, je sais pas, vous sentez un courant passer,
Ça on dirait que ça vous fait un petit peu mal. Bah, ça, c'est normal parce que vous avez touché le nerf ulnaire. Là, ici. Là. Là, c'est donc, comme je vous ai dit, l'épicondyle médial. Et en vue postérieure de celui-ci, donc en arrière, il va passer par là le nerf ulnaire, qui prend le même nom que l'ulna qui est juste ici. Le nerf ulnaire. Voilà. Et un épicondyle latéral qui est moins saillant. Ça, c'est la planche qu'on vient de faire, mais tacitement, avec tout ce que je viens de vous dire. Normalement, cette planche vous, devrait être au point dessus. Il y a beaucoup d'items. Il y a 26 items ici. Donc, c'est normal. Si vous ne savez pas tout, vous ne pouvez pas tout retenir au départ, mais avec le temps, ça viendra. Voilà. Donc, mais en général, tout ce que je viens de vous dire, c'est là. Voilà, là, vous avez d'autres images. C'est des images d'un Atlas Netter. Euh, à noter, que vous avez aussi accès sur Google à certains atlas. Tout à l'heure, si vous voulez, une demande d'entrée, puis je vous enverrai un atlas que je trouve sur Google qui est totalement gratuit et et on trouve bien toutes ces images là. Voilà, vous pouvez directement utiliser l'application. Moi, je travaillais avec l'application pendant mon année. C'était plus rapide pour moi. Et je pouvais tourner les images et donc observer de moi-même. Voilà. Maintenant, on passe au radius. Le radius, donc toujours une description, c'est un os qui est long et bilatéral. Donc c'est un os long au même titre que l'ulna, au même titre que l'humérus, au même titre que le fémur, etc. C'est un os long et bilatéral. Il est plus court que l'ulna avec lequel il est articulé à ses deux extrémités. Là, vous voyez bien l'image que c'est un os qui est plus court. Ok. Ici, l'ulna est plus grand, beaucoup plus grand. Euh, mais aussi noter un petit détail qui n'est pas dit ici, mais qui est dit dans votre poly, mais qu'on voit très bien. Donc, il serait dommage de ne pas en parler. Euh, le radius, comme là, ils ont deux processus styloïdes. Le processus styloïde, c'est ça. C'est cette partie-là et cette partie-là. Le processus styloïde du radius descend plus bas, 1 centimètre plus bas que le processus styloïde de l'ulna. Donc, le radius dépasse l'ulna en bas, tandis que l'ulna dépasse le radius en haut. Voilà. C'est très visuel. Normalement, avec cette image, vous devez pouvoir le retenir. C'est très visuel, on le voit très bien ici. C'est un os latéral de l'avant-bras. Latéral et médial, je ne sais pas si vous êtes au point là-dessus. Euh, latéral et médial, c'est par rapport à l'axe médial du corps. Ok. Euh, voilà. Là, par exemple, là, ici, vous avez tout ce qui est latéral, c'est tout ce qui est en dehors du corps. Tandis que tout ce qui est médial, c'est tout ce qui est relatif à plus vers l'intérieur du corps par rapport à un axe. OK? À noter la différence entre médial et médian, là, on ne fait pas la différence, mais en QCM, on va bien vous piéger entre médial et médian. Médian, c'est tout ce qui est sur l'axe central, ok? C'est ça ce qui est médian. Médian, c'est tout ce qui est sur l'axe central du corps, vraiment très central. Tandis que médial, avec un L à la fin, c'est tout ce qui se rapproche du corps par rapport à un axe, par rapport à ce qui est latéral. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous avez compris ça. Euh, et maintenant, on va parler des mouvements de pronation et de supination. Un petit moyen mnémotechnique que j'avais trouvé pour retenir ça, c'est pronation, ça commence par un P, donc c'est vers le parterre. Donc, vous mettez votre paume de la main vers le parterre. OK? Donc là, vous le voyez là. Tandis que supination, ça commence par un S. Bon, ça s'écrit pas comme ça, mais comme ciel. Même si ça commence par un C, c'est pareil. Ça fait le même son. S et ciel. Quand vous mettez votre main vers le ciel, votre paume de main vers le ciel, vous êtes en supination. Lorsque vous mettez votre paume de la main vers le parterre, vous êtes en pronation. Voilà. Euh, Vu que c'est un os long, il va avoir une diaphyse. Cette diaphyse, elle va être concave en avant et en dedans. Euh, L'ulna aussi va avoir une diaphyse, ça on va voir plus tard, mais c'est bon à retenir. L'ulna va avoir une diaphyse aussi qui va être concave en avant. Ok? Donc l'ulna et le radius ont des diaphyses concaves en avant. Le radius, lui, va avoir une diaphyse en concave en avant et en dedans.
On le voit ici. Une face antérieure qui s'élargit en bas et un bord antérieur oblique euh, en dehors, puis vertical qui souligne la courbure pronatrice. Donc, on va prendre un schéma euh, d'un radius. Voilà. Ici, voici un radius droit en vue antérieure. Ok. Ici, vous allez avoir la tuberosité radiale qui correspond à la courbure, au sommet de la courbure supinatrice. Ok. Ici, vous allez avoir un bord antérieur qui correspond à une courbure pronatrice. Et là, vous allez avoir le sommet en cas de la courbure pronatrice. Attention de bien faire la différence. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais dites-vous que le cours de thoracique à la fac, il est fait en 4 heures. Ok. Moi, là, je suis en train de le faire en 1 heure 30 mais à la fac, il est fait en 4 heures. Ça fait beaucoup d'informations. Essayez de le retravailler chez vous, surtout, et essayez de tout apprendre. Moi, là, je vous donne ce qui est vraiment important dans ce cours. Après, vous allez avoir un peu plus de détails dans le cours en poly. Euh, donc là, lorsque vous êtes en supination, vous pouvez apercevoir le sommet. En supination, vous allez l'apercevoir, ce sommet. Tandis que lorsque vous êtes en pronation, c'est ce sommet-là que vous allez voir. Bon, ça, c'est un petit peu subtil à différencier, mais voilà, ça tombe en QCM, ça tombe en anal. Après, on va déjà poser des questions dessus. Donc, même si jamais c'est compliqué à retenir, bah, voilà, vous avez juste ça à apprendre. Sommet de la courbure supinatrice, là, vous allez avoir la courbure pronatrice et là, sommet de la courbure pronatrice. Voilà, tout ce qu'il y a à retenir en termes de ces courbures. Euh, donc, le bord antérieur, ici, vous voyez bien qu'il est oblique. Et ensuite, là, il va être vertical. On ne le voit pas, mais il va être vertical vers le bas. Un bord interosseux, médial et tranchant. Voilà. Euh, L'épiphyse proximale. Le radius a une épiphyse proximale, étant donné que c'est un os long, qui est faite d'une tête, d'un col, une tête, voilà, un col, une 13, et d'une tubérosité radiale. La tête, c'est un segment de cylindre vertical plus haut en deux dents. Là, on le voit bien en 12. C'est plus haut en deux dents qu'en dehors. Et ça va former le biseau de la tête radiale. La face supérieure, donc, ça, c'est que des rappels de tout à l'heure. La face supérieure, comporte le fovea radial qui est arrondi et légèrement excavé, qui s'articule avec le capitulum de l'humérus. La surface est cylindrique de la tête. Elle est ce qu'on appelle la circonférence articulaire du radius. Elle s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna, mais ça, on le verra après. Le col, il est oblique en bas et en dedans. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il est oblique en bas et en dedans. Donc là, je peux aussi dire que le col est oblique en haut et en dehors. C'est pareil. Et pour finir, la tubérosité du radius, qui est une saillie antéromédiale sur laquelle s'insère le muscle biceps brachial, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sommet de la courbure supinatrice concave en dehors. Voilà. Ici, vous voyez bien que c'est concave en dehors, ce sommet-là. Euh, Là, je voudrais revenir juste sur ces termes. Vous savez, ce qui est compliqué dans ces cours, c'est vraiment de retenir la différence entre les détails. Parce qu'il y a plein de choses qui vont être inversées et il va falloir faire la différence entre tous ces détails. Vous allez avoir le muscle biceps brachial qui, lui, va s'insérer ici au niveau de la tubérosité. Il va avoir son chef long qui va passer, comme tout à l'heure on l'a vu, entre les deux tubercules de l'humérus. Et tout à l'heure, on va aussi parler du muscle brachial. Donc, dans ce cours, on parle de deux muscles. À bien faire la différence, muscle biceps brachial et muscle brachial, ce pas les mêmes muscles. Ok. On le verra tout à l'heure. Euh, le radius, il a une épiphyse distale qui se prolonge en bas et en dehors par le processus styloïde. Il a une face postérieure qui présente deux sillons verticaux pour les tendons extenseurs des doigts. Ça tombe pas, ça tombe pas souvent. Il a une face médiale triangulaire, une partie inférieure articulaire, une incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna, et une face latérale qui comporte le processus styloïde qui descend plus bas que celui de l'ulna, 1 cm de plus, qui est palpable.
et la ligne bistyloïdienne est oblique en bas et en dehors. La face inférieure est articulaire avec le carpe. Donc, pour bien comprendre cette partie-là, en gros, au départ, vous allez avoir votre radius. Le radius en haut, il est triangulaire. Quand on le voit de haut, il est triangulaire. OK? Je vais vous mettre une planche, comme ça vous allez. Voilà. Voilà un radius, voilà un luna. Donc, luna, radius. Là, on a une vue d'en haut transversale. On a une coupe transversale qui est vue d'en haut, des avant-bras, d'un avant-bras droit. Voilà. Là, on ne dit rien, donc c'est un avant-bras qui est droit, comme je vous ai dit tout à l'heure au début du cours. Euh, Celui-ci, quand on regarde en haut, il est triangulaire, il est comme ça. Sauf que, donc là, on a une face antérieure. Là, on a une face antérieure, ici, face antérieure, là, là, la face postérieure, la face latérale, le bord antérieur, là, le bord postérieur, et là, le bord interosseux, ou le bord médial, comme vous voulez. Voilà. Euh, Ce bord interosseux ici, lorsque il joint, il arrive vers le bas, il va se diviser en deux. OK? Il va se diviser en deux, comme on le voit ici, sur ce schéma. Il va se diviser en deux, et donc, le radius vers le bas, il ne va plus être triangulaire, mais va être rectangulaire. Et donc, il va avoir quatre côtés. Donc, une face antérieure, postérieure, une face latérale, une face médiale. C'est pour ça que c'est très compliqué pour l'instant, mais vous allez voir qu'avec le temps, ça deviendra plus facile. Moi, je vous donne ça parce que c'est des détails très compliqués à avoir si on ne vous les dit pas en cours. Et moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre chez moi. Ça, je ne l'avais pas compris de la première fois. Donc voilà, on en a parlé. C'est pour ça qu'on parle de quatre faces maintenant. Et tout à l'heure, on parlait de trois faces. Donc, l'épiphyse proximale et la diaphyse à trois faces et l'épiphyse distale en a quatre. La face inférieure qui s'articule avec le carpe, donc scaphoïde et lunatome. Là, ici, on le voit bien. Scaphoïde, lunatome. Donc, voilà quelques planches qu'on a vues tout à l'heure. Juste une chose, ces planches-là sont très, lorsque vous les voyez la première fois, sont compliquées à aborder. OK? Elles sont compliquées à aborder parce qu'on vous parlait de faces qui ne correspondent pas à ce qu'on voit nous. Par exemple, là, on voit une face postérieure, latérale, une face antérieure, mais on s'y perd un petit peu. Moi, comment j'avais fait pour apprendre ça, c'est une partie compliquée, je vous l'accorde, hein. Là, je suis en train de faire ça en une heure, mais à la base, vous avez 4 heures à la fac, hein. Voilà, je suis obligé d'aller un petit peu vite. Mais là, je vous donne juste les moyens de comment j'ai fait pour apprendre. Et ensuite, lorsque vous ferez ce cours tranquillement chez vous, vous pouvez revenir sur cette vidéo, sur ce live, puisque c'est enregistré, pour, euh, pour regarder comment est-ce que je faisais pour apprendre. Là, vous avez l'ulna, comme je vous ai dit. Ok. L'ulna et le radius. Lorsqu'on les voit d'en face, ça donne ça. Enfin, d'en face d'en haut. Là, on les voit d'en haut et ça donne ça. Donc là, vous allez avoir une face antérieure ici, en 10, en 4. Là, vous allez avoir une face, là, elle va être médiale et là, elle va être latérale. Et là, vous allez avoir une face postérieure pour tous les deux. Et donc, vous allez avoir les bords. Ensuite, vous allez voir les bords, ici, bord antérieur et bord antérieur, comme en 7 et en 14. Ensuite, en 16 et en 8, vous allez avoir les bords postérieurs. Et en F et en 15, vous allez avoir les bords interosseux. OK? Vous allez avoir les bords interosseux, où il va y avoir un fascia interosseux. Et ça, voilà. C'est un fascia qui va venir s'intercaler entre les deux. C'est une espèce de membrane qui va venir entre les deux os, que j'ai dessiné ici. Euh, et voilà comment est-ce que je faisais pour apprendre ça. C'est une partie qui est très compliquée à aborder si on ne s'y connaît pas trop. Parce qu'en fait, on va vous parler des bords, des faces pour ces os, et il va bien falloir différencier le tout. Donc voilà. Ici, par exemple, en 4, vous avez une vue postérieure, donc une face postérieure, une face latérale, un bord postérieur, un bord interosseux. Et là, en vue antérieure, ici, vous allez avoir une face antérieure et là, une face latérale en 15.
Et là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà l'épiphyse distale du radius qui est triangulaire sur toute l'étendue de la diaphyse. Et lorsqu'elle arrive à l'épiphyse distale, elle va se diviser elle va se cliver et va donc former un nouveau côté, une face médiale. Et donc le radius sur son épiphyse distale est formé de quatre faces. Cela dit, maintenant on passe à l'ulna. L'ulna est un os long bilatéral. Il dépasse le radius en haut, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est l'os médial de l'avant-bras. Donc, vous avez le bras qui est fait d'un os unique et l'humérus. Vous avez l'avant-bras qui est fait de deux os, le radius qui est un os latéral et l'ulna qui est un os médial. Donc, le radius est en dehors et l'ulna est en dedans. C'est synonyme. Dedans et médial et dehors et latéral. C'est synonyme. L'ulna, donc comme tout os long, a une épiphyse proximale, une diaphyse et une épiphyse distale. Et à chaque fois, on va essayer comme pour tous les autres os, on va décortiquer le tout et on va voir avec quoi est-ce qu'il s'articule, quelle forme il a, etc. Il est constitué par deux processus. Son épiphyse proximale est constituée par deux processus. Il circonscrit une cavité articulaire en forme de crochet, une incisure trochléaire. On va voir un petit peu en image ce que ça donne. Donc voilà l'épiphyse proximale de l'ulna en vue latérale. Ok. Euh, Là, comme on a dit, il y a deux processus qui vont former une cavité. La cavité, c'est l'incisure trochléaire qui va être destinée, donc, comme son nom l'indique, à accueillir la trochlée de l'humérus. Elle est circonscrite par ces deux processus. Ici, ce processus, euh, on l'appelle l'olécrane. Là, ce processus-là en 6, on l'appelle le processus coronoïde. Donc, ça vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle les fosses qu'on a vues tout à l'heure. Les fosses sur l'humérus, il y avait une fosse qui s'appelait fosse coronoïdienne en vue antérieure et une fosse olécranienne en vue postérieure. Et comme je vous avais dit, lors de la flexion, ça va venir s'éclipser en dedans. Voilà. Le l'écran est un processus postérieur et vertical. Le processus coronoïde, il est antérieur et horizontal. On va aller voir un petit peu ce que c'est. On va voir pourquoi est-ce qu'on dit que c'est postérieur et vertical et antérieur et horizontal. Ça, c'est parce qu'on le voit en vue de profil, en vue latérale. Là, regardez l'écran. Là, vous avez un ulna qui a cette forme-là, ok? Voilà votre ulna. Et là, vous allez avoir, c'est un petit peu moche. Là, voilà votre ulna. Voilà. Il va y avoir deux processus, ok? Deux processus. Un processus olécranien, processus de l'olécrane qui est vertical et postérieur. Il est postérieur parce qu'il est en arrière et il est vertical. Un autre processus qui est le processus coronoïde qui lui va être horizontal et antérieur. Et ces deux processus-là, ils vont former ce qu'on appelle ici l'incisure, l'incisure trochléaire, qui est destinée à accueillir la trochlée de l'humérus, qu'on a vu juste avant, ici, en 18. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça postérieur vertical, antérieur horizontal. Pour ce qui est du processus de l'olécrane, il y a une face postérieure qui est subcutanée. C'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on appelle plus couramment le coude. Vous savez, on sent un os sur le coude, c'est ça, c'est l'olécrane. Une face antérieure qui forme l'incisure trochléaire. Donc, voilà. Une face supérieure qui prolonge le bec. C'est tout là. Voilà. Face antérieure qui fait partie de l'incisure, la face postérieure qui est sous-cutanée, et là, la face antérieure ici qui va avoir un bec. Ok, là, je ne l'ai pas dessiné, mais en gros, c'est ça. Il faut savoir un bec, et c'est lui qui va s'insérer dans la fosse. La fosse coronoïde, elle est antérieure et horizontale. Elle a une face supérieure qui forme l'incisure trochléaire. Antérieure, elle porte la tubérosité ulnaire qu'on voit ici. Voilà. Euh, qui est destinée à accueillir le muscle brachial. Et la face latérale qui est creusée de l'incisure radiale. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de bien noter sur une feuille ce que je vous dis ou alors sur votre ordi, à faire la différence entre le muscle biceps brachial et le muscle brachial. C'est pas les mêmes muscles. Ok?
Attention à bien différencier les deux. Euh, là, c'est sur encore bug. Mais vous allez avoir le muscle biceps brachial. Essayez écrivez bien. Vous allez avoir le muscle biceps brachial qui s'insère sur la tubérosité radiale et va avoir un chef long qui va passer par par le sillon intertuberculaire et qui va être fixé par le ligament huméral transverse. Pour résumer ce que dit votre poly. Tandis que vous allez avoir un muscle brachial ou brachial antérieur, c'est synonyme, qui va s'insérer sur la tubérosité ulnaire. La tubérosité ulnaire, vous l'avez sur les schémas, vous la voyez ici. Voilà. Elle est là, la tubérosité ulnaire. Elle est destinée à accueillir le muscle brachial antérieur. L'incisure trochléaire a une face antérieure qui est formée, sa face antérieure, elle est formée par le crâne et la face supérieure, elle est formée par le processus coronoïde et elle s'adapte à la trochlée de l'humérus. On revient sur ce que j'ai dit. Euh, L'ulna, donc comme tout os long, a une épiphyse distale. À noter, faites bien la différence entre l'ulna et le radius. La tête du radius fait partie de l'épiphyse proximale du radius. Donc tout à l'heure, on avait vu le radius, le voilà. Celui-ci, le radius, donc pour résumer, pour vous rappeler, le radius est un os long qui comporte une épiphyse proximale, une diaphyse et une épiphyse distale. L'épiphyse proximale du radius est formée par la tubérosité radiale, le col du radius et la tête du radius, qui est faite donc par la circonférence articulaire du radius, ici, en 11. Ça. Tandis que pour l'ulna, c'est différent. L'ulna, lui, il va avoir une tête qui est en bas. Donc, il va y avoir une épiphyse proximale ici, une diaphyse et une épiphyse distale. Et sur l'épiphyse distale, on va avoir deux segments. La tête de l'ulna, donc en 14, là, tête de l'ulna, et en 15, le processus styloïde. À noter la différence, hein. Cette tête, elle comprend un cartilage hyalin qui s'articule avec l'incisure ulnaire du radius. Au S2, vous allez voir que dans les articulations, les os sont recouverts de cartilage. Et vous allez voir qu'il existe différents types de cartilage. En l'occurrence, le cartilage qui est destiné à s'articuler avec les os, c'est du cartilage hyalin. Mais vous allez voir au S2. Donc, normalement, on ne devait pas vous piéger dessus. Mais bon, on ne sait jamais, donc apprenez que c'est du cartilage hyalin. Le processus styloïde est en dedans de la tête. Donc, on revient sur l'histoire de tout à l'heure, de en dedans et en dehors. Donc là, vous voyez, je prends une meilleure image. Voilà. Là, l'épiphyse distale de l'ulna est là, on le voit bien. Il y a une tête ici, la tête, et là, un processus styloïde qui est en dedans de la tête. OK, on le voit bien. Et là, toutes les planches que ça résume. Euh, et donc, c'est des planches à apprendre, bien sûr. À noter aussi que en QCM, dans les annales, ça fait depuis au moins 2 ou 3 ans que les profs ne font plus trop tomber les planches. Il faut savoir qu'avant, il y a 5, 6 ans, en fait, vous aviez un item, une planche, enfin, un QCM, une planche et cinq items. C'était ça avant, vous faisiez et ce pour 20 questions. Maintenant, ça a changé. Maintenant, les profs vous mettent plus sur les connaissances et donc sans planche. Connaissances sans planche, donc que sur le texte. Nous, par exemple, cette année, on a eu euh, 2 planches. Donc, on avait eu que 2 planches sur 20 QCM. Euh, donc, il faut bien, bien, bien visualiser et comprendre. Même si les planches ne tombent plus trop, il faut tout de même les apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a certains profs qui vont vous poser des questions sur les planches, enfin des questions de visualisation, mais sans les planches. OK? Ils ne vont pas vous dire l'item 8 de la planche 133 correspond à quoi? Non, non, ils vont vous poser ça comme question. Enfin, il ne faut pas apprendre par cœur. Mais ils vont tout de même vous dire, par exemple, que
par exemple, la tubérosité lunaire sur la face antérieure de l'ulna, par exemple. Il peut vous demander ça. Et donc, là, il faut bien visualiser dans sa tête et se dire que bah ouais, bah donc, on va bien dans sa tête que en 12 on retrouve là, par exemple, la tubérosité lunaire et donc, que c'est juste. Nous, cette année, par exemple, on avait eu 2 schémas en digestif. Après, le reste, c'était que du texte. Donc, que sur ce poly-là, de 138 pages. Mais les planches sont encore à apprendre parce que ça tombe, ça peut tomber déjà. Ça peut tomber et en plus, ça vous aide à comprendre le texte. Euh, Ici, pour cette planche, elle peut paraître un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que là, on part des faces postérieures en un. Ben là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, l'image que je vous ai fait tout à l'heure avec voilà, ce triangle-là, cette image-là. Essayez de l'avoir en tête, cette image-là. Elle vous facilite énormément le travail à comprendre. Ok. Là, ici, vous allez avoir la face postérieure du lunaire qui est ici, et celle-ci elle va être divisée par une crête longitudinale ici, qu'on voit en 12. Et cette crête longitudinale, on la voit là. Voilà. Ici en 2. C'est elle. Et là, en M, vous allez avoir la face postérieure. Lorsque vous aurez mieux compris et plus pris le temps de voir chaque cours, je vous conseille déjà de revoir ce live pour certaines des choses que je peux vous dire. Et ensuite, faites beaucoup de QCM aussi. Ça va rentrer plus vite. Ensuite, la main. La main est un segment du membre supérieur qui est composé de trois parties. Le carpe, qui sont les os du poignet, le métacarpe, qui sont les os de la paume de la main, et et les phalanges qui forment les doigts. Le carpe, qui sont les os du poignet, est un massif osseux concave en avant. C'est concave en avant. On le voit bien sur les schémas. Donc, vous voyez bien que moi, voilà, je fais comme je faisais quand j'étais à votre place, hein. Donc, quand j'étais à votre place, à chaque fois qu'il y avait des choses, j'essayais d'aller les visualiser. Que ce soit sur le texte, que ce soit sur les planches ici, ou alors si je ne trouvais pas sur les planches, bah, j'allais sur Google chercher l'information qu'il me fallait. Mais voilà, il faut toujours se dire que il faut essayer de trouver des justifications, des textes, des schémas pour bien apprendre. Donc, le carpe, il est concave en avant. Là, on le voit comme on l'a vu sur cette planche. Voilà. Ici, on voit que là, ça forme une concavité en avant. Donc, c'est creux. Quand on regarde, qu'est-ce que ça veut dire concave en avant? Ça veut dire que quand on regarde de l'avant, c'est creux. Tandis que si je vous avais dit convexe en avant, c'est que quand on regarde de l'avant, c'est voûté vers nous. C'est-à-dire que ça forme une courbe vers nous, quoi. C'est bossé. Il y a une bosse, quoi. Là, en l'occurrence, c'est concave, donc c'est creusé. C'est un trou en avant. Il va y avoir une rangée proximale avec de deux en dedans, le scaphoïde, l'hématome, triquetome, pisiforme, et une rangée distale avec de deux en dedans, trapèze, trapézoïde, capitatum et amatome. Ok. Euh, Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour apprendre ces UTOS, pardonnez-moi, j'avais un moyen mnémotechnique euh, très primitif, quoi, très simple, hein. C'était, donc, je prenais chaque début de lettre et je l'appelais comme ça. Donc, là, ça donne SLTP, TTCH. OK? Donc, SLT, ça fait salut. Et salut P, donc salut Pise, TT, CH. TT, TT, CH. Après, CH, là, j'ai rien mis pour ça. Mais voilà, moi, c'était mon petit moyen de technique. Ça m'avait permis d'apprendre ça très rapidement et de ne plus jamais l'oublier. Donc, euh, salut P, T, T, C, H. Salut P, T, T, C, H. Oui, Mohamed Youssef. Ouais, allô, tu m'entends? Oui. Juste, excuse-moi de te déranger, sur le poli, c'est pas marqué capitatum, c'est marqué capitum. C'est normal ou pas? Non, c'est pas normal, c'est capitatum. Parce que moi, je l'ai appris capitum. Là, sur ce policier, Non, bah, sur le schéma, regarde, même sur le schéma sur ton diapo, c'est marqué capitum en 10. ah ouais, bah non, c'est une faute, c'est une erreur, mais c'est bien capitatum. Ok, OK? merci. Là, on regarde sur les planches de la fac. Ah ouais, ouais, c'est la planche de la fac. Mais ouais, ouais, c'est une erreur, on dit bien capitatum. Mais du coup, ok, ouais, c'est capitatum. Ouais, Ok. attention, voilà.
Ça va. Mais voilà, c'est pas le piège. Là, le piège, c'est surtout capitatum et capitulum. Oui, oui, ouais, ouais. Voilà. Attends, je vais voir si dans le texte aussi, ils ont fait l'erreur. Bah non, regarde ici. Ouais, Capitatum. ouais. Voilà. Ça Donc va, ouais, merci. c'est une erreur dans la planche. Voilà. Maintenant, cela dit, on peut passer au métacarpe. Déjà, vous avez fait membre pelvien. Membre pelvien, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'analogies avec le membre thoracique. Ça peut jouer en votre faveur, parfois, et parfois, ça peut aussi être, ça peut aussi comment dire, vous faire être contre vous. Donc, attention à bien différencier lorsqu'on parle du membre supérieur et du membre inférieur. Membre supérieur, on parle du carpe, par exemple. Tu vois. On parle du membre du carpe, du métacarpe et des phalanges. Tandis que le membre inférieur, on parle du tarse, du métatarse et des phalanges. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièges en QCM entre ça. Et lorsque vous écrivez vite, enfin, lorsque vous cochez rapidement pour pas perdre de temps ou quoi, vous tombez vite dans le piège. Donc, attention à ces pièges-là. Ne tombez pas dans ce piège parce que c'est des points perdus gratuitement, facilement. Et ça joue en votre défaveur. Donc, attention à ces pièges-là. Essayez de bien lire. Donc, carpe pour la main et tarse pour le pied. Ok. Si jamais vous voulez apprendre, ben, je sais pas moi, tarse, ça commence avec un T comme talon. Et carpe, ben, carpe comme, attendez, je sais pas, carpe comme, bon, peu importe, mais je sais pas, carpe comme le poisson, quoi. Et vous imaginez que vous prenez un poisson avec votre main et voilà. Bon, c'est des associations, vous allez voir avec Sébastien Martinez que c'est dans beaucoup d'associations qu'on apprend. Moi, j'en faisais beaucoup pour bien retenir et pas juste apprendre dans le vide. Voilà. Le métacarpe, quand je vous ai dit, il va former la paume de la main. 5 métacarpiens numérotés de dehors en dedans. Ok. Euh, Attention là aussi à bien faire la différence entre les métacarpes et les métatarses qui vont être numérotés d'une manière différente. Les métacarpes, donc ceux de la main, ils vont être numérotés de dehors en dedans. Donc de dehors en dedans. Là, de dehors en dedans. Pourquoi? Parce qu'on garde toujours le pouce par où il commence. Là, en l'occurrence, en position anatomique conventionnelle, donc ici, là, le pouce commence en dehors. Donc, on va commencer à numéroter de dehors en dedans. Tandis que pour le pied, le pouce va commencer en dedans. Donc, on va commencer à numéroter de dedans en dehors. Pour numéroter, référez-vous toujours au pouce. Il faut toujours chercher le pouce pour numéroter. Le pouce, c'est toujours le numéro un pour la main et pour le pied. Le métacarpe s'articule avec la deuxième rangée du carpe et les premières phalanges. Donc, ici, la deuxième rangée du carpe et les phalanges. Les phalanges, ce sont les segments des doigts, les segments osseux des doigts. Ok. Il y a 3 phalanges à chaque doigt, sauf pour le pouce qui n'en a que 2. On compte des phalanges proximales, des phalanges moyennes et des phalanges distales pour les 4 derniers doigts, tandis que le pouce, qui est le premier doigt, ne comporte que 2 phalanges, à savoir la phalange proximale et la phalange distale. Il n'y a pas de phalange moyenne pour le pouce. C'est- Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit, enfin, c'est normal. Maintenant, pour ce qui est des os sésamoïdes, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Les os sésamoïdes sont des os liés au niveau des articulations métacarpophalangiennes. Vous allez avoir, euh, dans le pouce, vous allez avoir 2 os sésamoïdes entre le métacarpe et les phalanges. Donc ici, on les voit, voilà. Qu'est-ce que c'est les os sésamoïdes? Les os sésamoïdes sont des os qui sont à l'intérieur de muscles ou de tendons. Ok. Et parfois, ces muscles sont inconstants, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas avoir les mêmes os que vous, à la même place que vous, ou alors ils ne vont pas du tout les avoir. Ce sont des os sésamoïdes. Après, il y en a qui sont constants, comme par exemple celui du pouce, qui compte 2 os sésamoïdes, ici un latéral et un médial qui sont constants. Il y a un index, dans l'index, il y a un constant, et un aussi dans l'auriculaire qui est un constant. Petit moyen pour vous souvenir du nom des doigts. Là, vous avez le pouce, là, l'index, là, le majeur, et là, les 2 derniers, en général, on les connaît moins. Là, pour vous, voilà, je vous le dis, c'est l'annulaire, et là, c'est l'auriculaire. Comment est-ce que je faisais pour apprendre ça? Bah, l'annulaire, c'est là où on met l'anneau, enfin, la bague ou quoi, et l'auriculaire, bah, c'est celui avec lequel on se gratte l'oreille, par exemple.
C'était un moyen que j'avais fait pour apprendre, mais après, bon, peut-être que vous savez déjà. Question, est-ce que vous pouvez me répondre et me dire quel autre os sésamoïde vous avez vu dans le cours de membre pelvien? Vous pouvez prendre le micro et parler si jamais. Non, vous savez pas? Bon. L'autre os sésamoïde que vous avez vu dans le cours de membre pelvien, c'est la patella ou rotule. Ça, après, je sais pas si vous avez fait le membre pelvien. Il vous a dit de le faire, mais peut-être que vous l'avez pas fait. C'est pas grave. Voilà, on a fini le cours. Maintenant, on va passer au QCM. S'il y en a d'entre vous qui veulent me poser des questions, que ce soit sur ce cours ou alors dans le cours pour ce qui est de mes méthodes de travail, comment je travaillais, comment est-ce que je m'organisais, vous pouvez me les poser maintenant aussi, ça ne dérange pas. Et aussi, en privé, si vous voulez. Si vous voulez, je vais laisser mon numéro dans le groupe WhatsApp. Et puis, vous pouvez me parler sur WhatsApp si vous n'avez pas le temps ou quoi. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez me demander, et, je vous répondrai avec plaisir. Donc ça, c'est des QCM. Donc il y en a quatre à faire là. Enfin, je vais vous montrer les réponses. Je sais pas. Mais en gros, il y en a quatre à faire. Si vous voulez, on peut les faire maintenant, ou alors vous faites tout seul. Bon, on va faire la première, puis on verra. Euh, Item A, 9 désigne la surface auriculaire acromiale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. 7 désigne le tubercule coronoïde. C'est faux aussi. Ouais, voilà, bon, t'as compris. Cette os présente une courbure médiale convexe en avant. Euh, ouais, je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, vous voyez bien. Oui, oui, c'est vrai parce que oui. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Là, vous voyez bien, en gros, c'est quoi? Euh, les courbures convexes et concaves, c'est qu'en gros, regardez. Là, vous avez une voie inférieure, hein, mais bon, c'est pareil. Là, quand c'est comme ça, c'est dommage ce que je viens de faire. Là, quand c'est comme ça, c'est courbé vers l'avant. Et là, c'est c'est creusé. Ok. Là, je vais faire là. Ça, c'est l'avant. Voilà, ça c'est l'avant. Euh, voilà. Là, c'est courbé vers l'avant, donc on dit que c'est concave. Là, c'est creusé vers l'avant, donc on dit que c'est... pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis trompé. Là, c'est courbé vers l'avant. Ça fait une bosse vers l'avant. Vous le sentez lorsque vous touchez votre clavicule. On dit que c'est convexe en avant. Ok? C'est convexe en avant. Euh, Là, on dit que c'est concave lorsque c'est creusé. Moi, ce que j'avais fait pour retenir, c'est que sans que c'est concave, ça fait une cave, quoi. C'est creusé, comme dans une cave, je sais pas, une cave, lorsque vous descendez, une cave à vin ou quoi, bah, c'est creusé, ça fait un creux. Voilà, bah, c'est pareil. Là, c'est creusé vers l'avant, donc c'est concave en avant. Là, c'est bossé vers l'avant, donc c'est convexe en avant. Voilà. La fracture de cet os est fréquente. Ouais. C'est un os, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est sous-cutané et donc qui se blesse facilement, contrairement au scapulaire qui est protégé par des muscles, comme vous l'avez vu. Cet os et uniquement la scapula forment ensemble la ceinture scapulaire. C'est vrai ça. C'est vrai, même s'il y a la restriction, c'est vrai. Parce que la ceinture scapulaire, c'est deux os. Voilà. Thème QCM 2. 6, donc là, désigne le bord médial. 6 désigne le bord médial. Non, vous l'avez pas? Bon. Euh, Oui, c'est vrai, je crois. Non, c'est faux. Non, c'est faux. c'est faux, c'est faux. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, médial et latéral, c'est quoi? Latéral, c'est tout ce qui est en dehors. Donc là, vous allez avoir le bord médial. Là, vous allez avoir le bord latéral. Donc, médial, c'est vers le centre, voilà, c'est moyen, c'est vers le centre. Là, c'est latéral, c'est vers le dehors. Là, c'est une vue antérieure, ok? C'est peut-être ça qui vous a fait hésiter un petit peu, mais là, c'est une vue antérieure. Donc là, c'est la droite, et là, c'est la gauche, là, c'est un scapula droit. Comme je vous ai dit, dans la plupart des fois des planches, lorsque vous n'avez pas de titre, comme ici, c'est un os de la partie droite du corps.
Ok? C'est un os de la partie droite du corps. Ok. C'est une vue antérieure, donc voilà. 11 désigne l'incisure scapulaire. C'est C'est vrai. vrai. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'incisure scapulaire? Bon, là, c'est méchant que je vous demande, mais ça, c'est un détail du cours. On s'en fout si vous ne l'avez pas. Mais c'est pas grave, hein, mais c'est juste un détail du cours, mais on s'en fout. En gros, c'est le nerf suprascapulaire qui passe par là. Mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas. C'est normal, vous venez de faire le cours, il y a beaucoup de détails à apprendre. La face costale de cet os est concave en avant. C'est vrai. C'est vrai. La face costale, c'est la face antérieure, comme je vous ai dit, celle qui est en contact avec les côtes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La face dorsolatérale de cet os est divisée en deux par l'épine scapulaire. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Elle est divisée en deux, qui va donner un quart moyen supérieur et trois quarts moyens inférieurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. 13 regarde en arrière, en haut et en dehors. C'est faux. C'est faux, c'est ça. C'est pourquoi? C'est en devant, en C'est en haut avant, et en c'est ça. dehors. Enfin, vous n'avez pas une image qui vous montre ça parce que c'est très difficile. C'est en trois dimensions qu'il faut le montrer, qu'il faut l'avoir. Mais attendez, je vais essayer de vous montrer ça voilà. Là, déjà, avec cette image, on sait que c'est en haut. Là, je sais pas si vous avez à voir quand même, c'est en haut. Déjà, on sait que là, c'est en haut. Ensuite, la scapula, elle est orientée vers l'avant. OK? Donc, c'est en avant, en haut, en avant et en dehors. Je sais pas si vous l'avez, mais là, c'est en trois dimensions, donc ça demande une visualisation un petit peu complexe. Voilà, là, c'est les réponses. 3. 12 représente les trois quarts d'une sphère de 30 millimètres. Je crois que c'est faux, c'est un tiers d'une sphère de 30 millimètres. C'est ça. L'humérus, en gros, ça ressemble à ça. En gros, ça représente qu'un tiers d'une sphère, quoi. Si je prends une sphère, allez, moi, je prends une sphère, hein. Si je prends une sphère, l'humérus, il ressemble qu'au tiers de celle-ci. Donc, je la divise en trois. OK? L'humérus, lui, voilà, il ressemble qu'au tiers enfin, sa tête, ça ne représente qu'un tiers d'une sphère. Tandis que pour le fémur, lui, ça va être les deux tiers. Attention à faire la différence. OK? Voilà. C'est très très moche les dessins que je fais. Je suis sur ordi, donc excusez-moi, mais je sais pas si vous avez compris. Là, ça représente deux tiers d'une sphère. OK? Là, ça représente une tiers. Donc là, vous voyez que ça ressemble à ça. Là, ça ressemble à deux tiers. Donc c'est très usuel, c'est très facile à apprendre. C'est des points gratuits qui tombent très souvent QCM. Donc je vous conseille de bien comprendre avant d'apprendre. Et ça fait voilà. Voilà. Euh, 13 est plus médial que 14. C'est faux, je crois. C'est faux, ça. C'est ça, c'est une vue antérieure de l'humérus droit. Donc là, c'est le bord latéral. Là, c'est le bord médial. Donc voilà, c'est faux. 22 désigne le capitatum. C'est faux. C'est C'est faux. le capitulum. C'est ça. Moi, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, capitatum pour le carpe, je m'imaginais un totem sur ma main. Et là, en 22, bah là, quand je voyais ce truc, je m'imaginais la capitale. Je sais pas, moi, je sais pas si vous avez compris le truc, Hmm. mais par association. Je m'imaginais une tour Eiffel, là. Et bon, c'est très fantaisiste, hein, mais 18 s'articule avec l'incisure trochéaire. C'est 18, vrai. c'est là. Ouais. Ouais, voilà. 16 est parcouru par le muscle deltoïde. Faux. Faux. Ça, c'est faux. C'est par quoi? C'est le sillon intertuberculaire, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Ouais, J'ai oublié le muscle. tu sais, quand tu fais, C'est tu sais, la coiffe des rotateurs? non, non, non. 13, c'est la coiffe de rotateur. Mais Ouais. là, en 16, Biceps brachial. biceps brachial, c'est ça. Ok. Biceps brachial, tu sais, c'est le muscle là, qu'on sent là, voilà, c'est sur le Oui, muscle. oui, Voilà, je le vois. voilà, bah, celui-ci va avoir deux chefs. Un chef qui passe par là, et il va être maintenu, je vous rappelle, par le ligament huméral transverse. Le ligament huméral transverse, c'est un ligament qui va venir joindre les deux tubercules pour pas que, tu sais, pour pas que, voilà, le tendon nous sorte ou quoi. Et un autre chef, mais lui, on n'en parle pas, mais il passe par là. Voilà, voilà, ça c'est bon. Cet os est plus court que l'humain. Euh, Vrai. C'est vrai. Là, vous voyez bien dans les schémas.
Voilà. Ici, vous voyez bien que le radius est plus court que le luna. Hmm. Pourquoi? Parce que là, regardez comme il y a l'olécrane ici qui fait tourner l'avantage à Luna. Il est très très grand l'olécrane. Et si on prend Luna et le radius à même pied d'égalité, Luna va être plus grand. Mais je vous rappelle aussi que le radius descend 1 cm plus bas que Luna. Voilà, petit rappel. Cet os dépasse en dehors et en bas Luna. Vrai. C'est vrai. C'est ce que je viens de dire. Donc c'est vrai. 14 s'articule avec tous les os de la première rangée du cas. C'est faux, pas tous. Faux. Avec lesquels? Je crois scaphoïde et lunatum. C'est ça. Et tu peux me dire c'est quoi les os de la première rangée du cas? Alors, rangée proximale, c'est scaphoïde, lunatum ou semi-lunaire. Ensuite, on a le trichotrom ou os pyramidal. Et ensuite, le pisciforme. C'est ça, exactement, c'est bien. Euh, 13 est oblique en bas et en dehors. Faux. C'est faux. C'est Et vrai, je crois. C'est c'est vrai, quoi? ouais. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai fait l'image du col. Bon, pour ce cours, dites-vous qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai dû faire en 1h30 alors que c'était en 4 heures à la fac. Je me Ouais. rappelle de cette image. Voilà. Là, en plus, vous voyez bien. Là, j'ai juste fait l'image, enfin, j'ai juste fait le truc. Enfin, voilà. Là, regardez le col. Ça, c'est le col, là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Lorsque je fais l'axe de celui-ci, que je mets des flèches dans une même direction avec un sens différent, on se rend compte ici que c'est oblique vers le bas, vers en bas et en avant, ou alors vers en haut et en dehors. Voilà. 14 articulants, c'est bon. 7 est le sommet de la courbure pronatrice. C'est vrai, je crois. Là, c'est encore une fois ce qu'on revient on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est compliqué à visualiser, Ouais. mais là, c'est la Non, c'est courbure. supinatrice. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. C'est le supinatrice. sommet de la courbure supinatrice. OK? Là, Ok. je vous rappelle mon mnémotechnique que j'avais fait, mais Hmm. courbure, enfin, pronation, c'est vers le parterre, donc Ouais, la main vers le parterre. Supination, c'est vers la le paume de la main ciel. vers le ciel. Voilà. Là, lorsque vous mettez votre main vers le parterre, euh, c'est ça, ça va être ça la courbure pronatrice. Ça va être le 4. Lorsque vous mettez votre main en pronation, en fait, l'ulna, il ne va pas bouger. Donc, lorsque vous changez entre pronation et supination, dites-vous que l'ulna, lui, il ne bouge pas, il est fixe. C'est le radius qui va tourner autour de l'ulna et qui va l'enrouler. Donc, en supination, l'ulna et le radius, ils sont parallèles. Et donc, le sommet de la courbure, ça va être ici la tubérosité radiale. Tandis qu'en pronation, le sommet de la courbure, lui, va être le 4 en pronation, lorsque le radius recouvre l'ulna. Très difficile à visualiser, mais je vous conseille vraiment de faire l'effort. Parce que là, ça tombe ici en QCM, dites-vous que c'est tombé en anal. Et là, c'est vraiment, moi, je vous ai vraiment résumé ça d'une manière beaucoup plus simple que dans le cours. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à visualiser ou quoi, juste 3 choses à apprendre. Enfin, 2 choses. Là, en 7, c'est la tubérosité radiale qui correspond à, euh, au sommet de la courbure supinatrice. Ok. Là, en 6, vous allez avoir le bord antérieur qui correspond à la courbure pronatrice, donc courbure pronatrice, et le 4, c'est le sommet de la courbure pronatrice. Voilà. Maintenant, je sais pas, là, vous imaginez un S, la MP, ou je sais pas, mais vraiment, je vous ai résumé ça d'une manière très simpliste, et donc ça vous permet de bien retenir. Voilà, maintenant, j'ai fini avec ce cours. Ceux qui veulent y aller, vous pouvez y aller. Maintenant, ceux qui veulent rester, que je puisse répondre à leurs questions, voilà, je peux y répondre. Merci. Merci à toi. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci.